Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil à Narbonne. Merci à Marilyn Biazon d'organiser ce cycle très intéressant. Ce n'est pas toutes les villes françaises qui organisent du dialogue entre, on pourrait dire, entre sciences et société. Je dis bien dialogue parce qu'en fait, c'est ce qu'on a discuté avec Marilyn quand on a préparé cette intervention, c'était de dire, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de vous parler pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, puis après vous me posez un quart d'heure de questions. La règle du jeu que je vous propose, c'est que vous m'interrompez absolument quand vous voulez. Si vous avez envie de discuter d'un point, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, vous levez le doigt. Et Marilyn a un micro qui passera et on entame le dialogue. Et ce n'est pas un dialogue entre vous et moi, c'est aussi un dialogue entre vous. C'est pour ça qu'on a proposé d'essayer d'organiser la configuration de ce lieu de façon à ce que vous vous voyez davantage et de faire un cercle. Et on reviendra tout à l'heure sur cette histoire d'installation, parce que ce que je voudrais aborder avec vous, c'est à la fois les enjeux contemporains de l'alimentation et notamment ce qu'on appelle l'alimentation durable. Qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle et pourquoi notre système alimentaire ne serait-il pas durable? Et puis, dans un deuxième temps, ce que je voudrais faire avec vous, c'est discuter du rôle du citoyen, du rôle de l'individu, du rôle de chacun de vous pour essayer de construire un autre système alimentaire. Et c'est pour ça que l'idée, c'est pour ça qu'on a intitulé ensemble avec Marilyn cette intervention « Repenser ensemble notre alimentation ». Et donc, c'est le faire en discussion avec vous. Il faut peut-être que je vous dise quand même un mot d'abord d'où je parle. Donc moi, je suis chercheur, socio-économiste, agronome au départ, et puis j'ai fait ensuite de l'économie et de la socio-anthropologie de l'alimentation. Et je me suis intéressé au changement alimentaire dans le monde, en particulier en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et au changement alimentaire lié à deux phénomènes importants et rapides, l'urbanisation. On a une urbanisation qui est très rapide en Afrique, Asie, Amérique latine, et le fait de passer de la campagne à la ville, ça change beaucoup de choses. Et puis l'industrialisation, c'est-à-dire la spécialisation du travail, l'usage de ressources, on va voir ça tout à l'heure, de ressources non renouvelables. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça a comme effet à la fois sur l'économie, sur l'emploi, sur la santé, sur la culture, sur le lien social. Voilà. Et ça, c'est du coup ce que je fais en tant que chercheur au CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est un établissement public de recherche qui travaille sur ces questions agricoles, alimentaire, environnement, biodiversité à l'échelle internationale, et en particulier dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et puis, avec des collègues, on a créé, il y a maintenant quelques années, une chaire UNESCO. Donc j'ai mis quelques éléments. Une chaire UNESCO, c'est quoi? C'est un programme de travail qui a été construit par un certain nombre de chercheurs montpelliérains au départ, qui vise trois principales activités. D'une part, de former des cadres sur les enjeux contemporains de l'alimentation et sur les enjeux de l'alimentation durable, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a besoin de former des cadres dans l'administration, dans les entreprises, dans les ONG, sur le terrain, y compris des entrepreneurs, de les former pour être capables d'analyser aujourd'hui, de maîtriser des outils pour faire évoluer le système parce qu'il nous pose un certain nombre de problèmes. La chaire UNESCO, elle organise de la recherche, elle organise des programmes un peu ambitieux, un peu nouveaux, dans lesquels on croise les disciplines, dans lesquels on fait travailler ensemble des nutritionnistes, des géographes, des sociologues, des agronomes, ce qui n'est pas très classique dans le monde de la recherche. Et donc on essaye d'organiser une autre façon aussi de faire de la recherche, et en particulier de faire de la recherche plus participative avec un dialogue avec la société. Et puis, ce qu'on appelle le dialogue sciences-société, on vise à essayer de traduire les résultats de la recherche pour les politiques, pour les entreprises et pour les associations, ce qu'on appelle la société civile, les associations de solidarité, les associations qui expérimentent des alternatives, et d'organiser le dialogue entre ces acteurs du système alimentaire et la recherche. Donc voilà, c'est un métier un peu particulier, un métier de traducteur, passeur, de transformateur de travaux scientifiques en travaux lisibles par tout un chacun. C'est ce que je vais essayer de m'efforcer de faire aujourd'hui. Alors la chaire UNESCO, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est Montpellier Supagro, l'école agronomique de Montpellier et le CIRAD, là où je travaille, qui portent cette chaire. C'est donc un label que l'UNESCO nous donne. L'UNESCO, c'est l'Institution des Nations Unies pour la science et la culture et l'éducation.
On travaille essentiellement sur les systèmes alimentaires durables, et puis les 3 axes que je vous ai présentés. Alors, je voudrais essayer d'aborder 3 sujets avec vous ce soir. Le premier, c'est pourquoi notre système alimentaire, qui pourtant nous nourrit, pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'il a un problème de durabilité? Ça veut dire pourquoi il n'est pas généralisable à l'ensemble de la planète, notre système, et pourquoi on considère qu'à long terme, on ne peut pas continuer sur la tendance qu'on a connue jusqu'à présent. Pourquoi? Quel problème ça pose? Et du coup, deuxième question, parce que c'est beaucoup dans la tête de beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens disent, pour changer le système, il faut le relocaliser, il faut privilégier le local, il faut privilégier un ancrage territorial, retrouver des circuits courts, moins d'intermédiaires, une meilleure maîtrise de son alimentation, et on va analyser ça pour se demander est-ce que ça suffit de rendre le système plus local pour arriver à le rendre plus durable. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, discuter ensemble sur qu'est-ce que je peux faire moi personnellement, qu'est-ce que chacun de vous peut faire, qu'est-ce que peuvent faire les citoyens pour contribuer à faire évoluer ce système. Donc je vous le demande vraiment, n'hésitez pas, vous m'interrompez absolument quand vous voulez, surtout si c'est pas clair ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, on est là pour discuter, j'ai pas la science définitive, il y a beaucoup de choses encore très incertaines dans ces milieux-là, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, et donc n'hésitez pas à m'interrompre. Un premier point sur c'est quoi l'alimentation? L'alimentation, c'est pas simplement d'absorber des aliments pour se nourrir, pour satisfaire nos besoins caloriques, protéiques, nos besoins en vitamines, pour nous donner la santé. C'est important de se rendre compte que l'alimentation, c'est aussi du plaisir. On mange des choses qu'on aime cuisiner, on s'embête d'ailleurs à cuisiner, à préparer des aliments pour qu'ils soient bons et pour qu'on prenne plaisir. Et toutes les sociétés, y compris celles qui mangent avec des difficultés pour trouver suffisamment de quoi bien se nourrir, sont toutes des sociétés qui cuisinent. Et la cuisine, c'est un moyen de se faire plaisir. Donc il y a une dimension qu'on appelle hédonique, qui renvoie au plaisir, qui est très importante. Et nous qui travaillons sur différentes sociétés, en Afrique, Asie ou Amérique latine, on voit que même une société qui est au bord de la famine ne mangera jamais n'importe quoi, ne mangera pas des choses qui ne lui font pas plaisir, et que toute société cuisine, y compris quand elle a très peu de ressources. Il y a une dimension sociale, et je l'ai mise en haut parce qu'elle me semble absolument fondamentale. L'alimentation dans toutes les sociétés humaines est une activité collective. On mange ensemble, on partage des repas. Et si vous calculez combien de fois vous faites ça dans votre vie, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de fois que vous faites ça dans votre vie. Et si vous réfléchissez à la façon dont vous apprenez à vos enfants à se comporter à table, vous allez vous rendre compte que vous leur apprenez à respecter et la nourriture et les gens qui l'ont préparée. Un gosse qui jette sa nourriture par terre, au bout d'un moment, vous allez lui dire que ça ne se fait pas. Donc vous allez commencer à inculquer au travers du repas une norme sociale qui parle de quoi? Du respect, du partage, de l'équité, de la hiérarchie. Parfois on ne parle pas à table, on laisse parler les aînés, on ne les interrompt pas. Qui va parler de quoi? Qui va parler de nutrition, qui va parler de solidarité, qui va parler en fait de ce qui fonde la vie en société. Si Homo sapiens vit en société, et si Homo sapiens est capable de vivre en société, c'est parce qu'il a appris des règles sociales que sont le partage du repas. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on est dans une société qui commence à abandonner l'idée de manger ensemble pour privilégier une alimentation individualisée où chacun peut se nourrir dans son coin en fonction de ses besoins et ne partage plus de repas, on a potentiellement un souci de déstructuration sociale et on verra que c'est sans doute un des problèmes qu'on a dans l'évolution de nos sociétés. Une dimension identitaire. Je deviens ce que je mange. Parce que notre alimentation transite par nos corps, elle a un statut particulier, c'est qu'elle contribue à construire notre identité. Vous recevez des étrangers, vous allez leur préparer un plat bien de chez vous, c'est une façon de montrer qui vous êtes, d'où vous venez. Le repas de famille, on ne va pas faire n'importe quel repas, on va faire des repas qui correspondent à son origine culturelle, à son origine identitaire. En fait, par vos choix, par votre cuisine, par la façon dont vous mangez, vous utilisez des fourchettes et vous mettez des couteaux sur la table. D'autres sociétés ne mettront jamais un couteau au bord d'un plat, préféreront des cuillères, mangeront assis, mangeront debout.
chacun a une façon d'exprimer son identité au travers de son alimentation. Et finalement, l'alimentation est un des plus grands facteurs de la construction de l'identité culturelle avec le langage. Parce que l'alimentation, c'est aussi un langage. Et puis enfin, l'alimentation, c'est un moyen de se relier à l'environnement, au reste du monde. Je mange ce qu'il y a autour de moi. Je mange les produits de la forêt, je mange les produits de l'agriculture. Ça a un effet. Si mon environnement est dégradé, je ne peux plus manger. Donc, manger le monde, manger les aliments, c'est manger son environnement et c'est du coup se relier à cet environnement. Toutes ces dimensions, elles sont aussi importantes les unes que les autres et il n'y a pas une dimension qui prime par rapport à d'autres. C'est pas parce que si vous ne mangez pas, vous mourrez et que donc la nutrition est importante, que dès que vous avez satisfait votre minimum de façon à survivre, la nutrition reste la priorité absolue. Il y a des tas de sociétés qui préfèrent se faire plaisir ou qui préfèrent garder leur plat identitaire pour garder de la cohésion sociale, même si ça doit se traduire par une non-optimisation de leur nutrition. Et donc ces différentes dimensions, elles sont aussi importantes les unes que les autres, et elles méritent, quand on réfléchit à notre système alimentaire, elles méritent qu'on les garde en tête. Pas de questions, pas de discussion sur ce point pour essayer de vous inciter, en tout cas que vous n'hésitiez pas à m'interrompre. Un petit mot de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle un système alimentaire? Un système alimentaire, c'est l'ensemble des activités qui vont de la production agricole, qui passe par la commercialisation, la transformation des produits, réduire le grain en farine, extraire l'huile des graines, etc. Donc la transformation, les industries agroalimentaires, jusqu'à la distribution, il faut commercialiser, transporter, stocker, mettre ça dans des magasins. Oui. Attendez madame, on va vous donner un micro pour que tout le monde vous entende bien. Bonsoir, système alimentaire et chaîne alimentaire. Est-ce que c'est la même chose, s'il vous plaît? La chaîne alimentaire, ça a été souvent conçu comme à partir de la production jusqu'à la consommation. D'accord? Mais ça n'intégrait pas la chaîne alimentaire, elle n'intégrait pas tellement la production en tant que telle. C'était ce qu'on appelait le post-récolte. Une fois qu'on avait récolté, c'était commercialisé, transformé, distribué, la restauration, jusqu'à la consommation. Et on considérait d'ailleurs que jusqu'à présent, notre représentation de l'alimentation, c'était de la production à la consommation, on disait même de la fourche à la fourchette. On a commencé à comprendre une chose, c'est que vous mangez, mais vous avez des excréments. Vous rejetez une partie de ce que vous avez mangé, et ces excréments, ils sont riches en azote, ils sont riches en phosphore, ils sont riches en potassium, et en fait, ils ont été extraits de l'agriculture, vous les avez amenés en ville, mais vos excréments, ils ne repartent pas en ville aujourd'hui. Ils ne repartent pas à la campagne, pardon, aujourd'hui. On a compris qu'en fait, c'est un enjeu absolument majeur. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de sortir l'azote, le phosphore et le potassium des sols de l'agriculture et qu'on ne le restitue pas dans des cycles. On va chercher, on verra ça tout à l'heure, on va chercher l'azote, le phosphore et le potassium dans des mines qu'on est en train d'épuiser parce qu'on a raisonné l'alimentation comme une filière, comme une chaîne. On comprend aujourd'hui qu'il faut qu'on recycle et qu'on boucle. Et que désormais, on va essayer plutôt de parler de cycle alimentaire. Et du coup, la notion de système alimentaire, c'est pour ça qu'elle est représentée dans un cercle, elle rend compte de cette idée qu'après la distribution et la consommation, vous recyclez une partie des matières de l'agriculture. Il faudrait recycler aussi nos emballages, il faudrait recycler en fait tout ce qu'aujourd'hui on a considéré qu'une fois qu'on avait mangé, on s'en débarrasse, on les met dans des décharges et on ne veut plus en entendre parler. Le maire d'une ville, lui, il sait que l'affaire n'est pas finie et qu'aujourd'hui ça devient un vrai problème. Et qu'aujourd'hui on est obligé d'aller vers ce qu'on appelle une économie circulaire. Et la notion de système alimentaire, elle rend davantage compte de ça, si vous voulez, et elle intègre la production et l'ensemble des activités qui permettent du coup de manger et de recycler les matières. Alors justement, un mot là-dessus, que j'emprunte à mon collègue Benoît Daviron, qui travaille au CIRAD avec nous, et qui a développé une analyse historique sur longue période très intéressante pour montrer que, grosso modo, jusqu'au milieu du 19e siècle, l'agriculture est une agriculture solaire. C'est-à-dire que toute l'énergie nécessaire pour produire nos aliments provient du soleil et de la biomasse. On fait pousser des plantes,
Et ces plantes ont 3 fonctions à l'époque, jusqu'au milieu du 19e siècle. Produire de la nourriture, produire de l'énergie. Ça veut dire quoi? Les plantes produisent de l'énergie. Ça veut dire on produit du bois, on produit des huiles, notamment pour les brûler, pour nous éclairer, et on produit de la force animale, on produit du fourrage pour que les animaux travaillent pour nous. La population veut augmenter et le système commence à coincer. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on a une possibilité en fait, de s'affranchir d'un système solaire, d'un système de biomasse. C'est qu'on va aller chercher en fait, des mines, on va aller chercher des ressources non renouvelables qu'on va utiliser pour se mettre à produire, concrètement. Les plantes, ça a besoin de 3 principaux nutriments, l'azote, le phosphore et le potassium. Si vous regardez sur un sac d'engrais, il y a 3 lettres, N, P, K. N, c'est l'azote, P, c'est le phosphore, K, c'est le potassium. Initialement, comment on fait pour faire cultiver, pour faire pousser les plantes? Ben, on plante, et dans le sol, il y a du phosphore. L'azote, c'est certaines plantes qui s'appellent les légumineuses, qui vous donnent les haricots, les lentilles, les pois chiches, tout ce que vous voulez, qui ont cette capacité extraordinaire de capter l'azote de l'air et de faire des petits nodules sur les racines qui restituent de l'azote dans le sol et qui vont du coup restituer de l'azote aux plantes environnantes. Et puis le potassium, vous en avez également dans le sol. Si vous cultivez d'année à année après année tout ça, vous sortez votre azote, vous sortez votre potassium, vous sortez votre phosphore. Si vous ne le restituez pas, au bout d'un moment, vous épuisez vos sols. Alors pour l'azote, on peut arriver à l'entretenir grâce aux légumineuses qui permettent de fixer l'azote de l'air et de le mettre dans le sol. 19e siècle, 2 chimistes allemands, M. Haber et M. Bosch, inventent un procédé absolument extraordinaire qui est la capacité de capter l'azote de l'air chimiquement et de le transformer en petits granules. Ça s'appelle le procédé Haber-Bosch, mais on va dire le gros inconvénient du procédé, c'est qu'il est extrêmement gourmand en énergie. Et que donc il va falloir du gaz, et puis il va falloir après du pétrole, pour arriver à capter l'azote de l'air et le restituer. Mais du coup, une fois qu'on a inventé ça, on n'a plus besoin de s'embêter à avoir des légumineuses. On peut directement aller chercher notre azote dans des usines, transformer en granules, les mettre dans le sol, et du coup avoir une bonne production. Le phosphore. Plutôt que de s'embêter à recycler nos matières comme ça s'est fait partout, la Chine et même la France, Paris avait des usines à poudrettes, c'était de l'urine séchée qui servait à restituer l'azote et à restituer le phosphore dans l'agriculture. On abandonne tout ça, pourquoi s'embêter? On a découvert qu'au Maroc, il y avait de gigantesques mines de phosphate qu'on va exploiter et qui vont permettre de remplacer le cycle du phosphore. Et pour les potasses, on va en Alsace et on trouve les potasses d'Alsace et on va faire pareil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'azote commence à coûter cher parce que l'énergie, elle se raréfie. C'est l'énergie pétrolière qui sert à faire ça. Et que le phosphore, on est en train d'épuiser les mines de phosphore du monde. Et que donc, on est en train de se dire, il va falloir recycler. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a avec l'agriculture solaire. Mais toujours est-il qu'en attendant, on a réussi grâce à la captation de l'azote de l'air pour le transformer en granules blanches, l'urée, l'azote chimique, grâce à l'exploitation des mines de phosphore pour l'Europe depuis le Maroc et la Mauritanie, et puis en allant chercher la potasse en Alsace, on a réussi du coup à exploser la production alimentaire. Mais on a réussi à exploser la production alimentaire aussi parce que l'énergie minière, l'énergie fossile, l'énergie pétrolière, le pétrole, a permis d'abandonner les animaux. On n'a plus besoin d'animaux pour tracter les carrioles, on a inventé la voiture. Et on n'a plus besoin des matériaux, de la paille et du bois que produisait l'agriculture solaire pour construire nos maisons. On a découvert le ciment, extrêmement consommateur d'énergie également, mais parce qu'on a découvert une source d'énergie extraordinaire qui était le pétrole. Donc du coup, ça veut dire qu'on a une agriculture industrielle, le système alimentaire industriel, qui lui, plutôt que de fonctionner sur la base de la biomasse et du solaire, va fonctionner sur la base de ressources non renouvelables. Le pétrole, le gaz, le phosphore minier, la potasse minière. Et du coup, va permettre quoi? Il va permettre, alors d'abord, système industrialisé, usage de ressources non renouvelables, et c'est ça qui va permettre de faire exploser la production, parce qu'il y a vraiment une explosion de la production agricole.
Ça va permettre également la division du travail. On va spécialiser les acteurs dans certains l'agriculture pour produire de la matière première, d'autres la transformation des produits, d'autres le transport, d'autres la distribution, d'autres la restauration. Et ce qui était une activité qui était essentiellement domestique va commencer à se spécialiser et à créer de l'activité économique. Et on va du coup créer des milliers et des millions d'activités économiques et d'emplois pour faire tourner le système alimentaire. L'usage du pétrole et d'abord du charbon puis du pétrole permet la mécanisation et l'automatisation, et donc on va pouvoir aussi s'affranchir du travail humain. Et puis on va standardiser les matières premières. C'est ça le système qu'on peut dire le système alimentaire industriel. On va produire en masse, on va produire dans de grandes entreprises avec de la ressource non renouvelable, on va échanger à distance, le transport ne coûte plus rien, parce qu'un bateau qui vous transporte de l'autre bout du monde de la nourriture, ça ne coûte pas cher, parce que c'est un gros cargo dans lequel vous mettez des milliers de tonnes de céréales ou de fruits, ça ne coûte pas cher en termes de tonnes transportées. Et donc c'est ça qui va aussi créer la mondialisation, l'échange à distance et la massification, la production industrielle qu'on connaît, qui va nous permettre de voir quoi? Un très gros avantage. Juste, j'aime pas trop les courbes, mais regardez, c'est l'évolution de la production alimentaire uniquement destinée à l'alimentation. Et c'est divisé par habitant. À gauche, c'est 1960, à droite, c'est 2013. Voilà comment ça a évolué dans le monde, la production alimentaire par habitant. J'ai enlevé de la production alimentaire tout ce qui part pour nourrir les animaux. J'ai enlevé de la production alimentaire tout ce qui part pour les quelques usages encore industriels. Il ne reste que ce qui est destiné aux humains. Et je le divise par la population pour regarder si on a plus à manger par habitant. Et ce qu'on voit, c'est que partout dans le monde, je ne sais pas si vous voyez, il y a une courbe bleue qui commence vers les 2250 et qui finit vers les 2800. La plus grosse, c'est la courbe du monde. Elle nous montre quoi? Elle nous montre que depuis les années 60, grâce au système industriel, on a fortement augmenté la production alimentaire, et qu'on l'a même augmenté plus vite que la population, ce qui fait qu'on a aujourd'hui plus d'aliments par habitant en moyenne qu'autrefois, avec des disparités selon les pays. Mais c'est ça qui a quand même permis de nourrir le monde. C'est ça qui a permis l'augmentation de la population mondiale. C'est ça qui a permis aussi que depuis les années 2000, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et donc ne produit pas de nourriture. Ça veut dire que le reste de la production, le reste de la population, et notamment la population d'agriculteurs, qui représente maintenant plus du tout la majorité de la population mondiale, est capable de produire des excédents pour nourrir la partie de la population qui ne produit pas. On a réussi ça grâce à ce procédé industriel. Donc il ne faut pas le jeter à la poubelle en disant « ça a été une erreur ». C'est celui-là qui a permis d'atteindre le niveau de l'amélioration de la situation alimentaire mondiale. Et si je regarde les courbes de l'évolution de la faim dans le monde, de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire ou la sous-alimentation, vous voyez que partout elle diminue. Et elle diminue notamment par le fait qu'on a fabuleusement augmenté la production alimentaire. Alors pour autant, on verra qu'il y a un paradoxe, c'est qu'on se retrouve dans des pays dans lesquels on produit beaucoup plus que nécessaire, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont faim. Et donc on a compris que la faim, ce n'est pas simplement un problème qu'on n'a pas assez à manger, qu'il n'y a pas assez à manger dans le pays, c'est, on verra tout à l'heure, un problème de pauvreté. Mais déjà, quand même comprenons que ce système industriel qu'on va se mettre à critiquer maintenant de façon radicale, il nous a permis l'augmentation de la population, il nous a permis l'urbanisation, il nous a permis la réduction de la sous-alimentation dans le monde, et donc il nous a rendu d'immenses services, avec des effets pervers, et c'est à ça que je viens maintenant. J'ai insisté... Oui, pardon, excusez-moi, mais attendez le micro qui arrive. Vous pouvez nous expliquer pourquoi la courbe, elle remonte à un moment donné, là, en 2000, Alors, avant 2010 ? Elle remonte parce qu'il y a eu, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, fin 2007 et en 2008, ce qu'on a appelé la crise alimentaire, qui a été une flambée des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux. Et comme il y avait pas mal de pays qui se nourrissaient de produits qui venaient de l'étranger, ben ça veut dire qu'ils se sont mis à payer ces aliments beaucoup plus chers. Et donc du coup,
comme on a une grande partie de la population qui n'a pas de pouvoir d'achat suffisant pour acheter à manger de façon à se nourrir normalement, on a eu un accroissement de la sous-alimentation. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout d'un coup on a eu une crise de production, vous avez vu la courbe d'avant, sur la même période, vous voyez qu'il n'y a pas de crise de production, on continue d'augmenter de façon continue. Par contre, on a une crise de pauvreté, ou en tout cas une crise du pouvoir d'achat. Les prix flambent, le prix du riz a quintuplé, le prix du blé a très fortement augmenté, donc du coup, beaucoup de gens qui étaient en situation de précarité n'ont pas pu acheter correctement à manger et se sont retrouvés sous-alimentés. Donc c'est ça qui explique ce pic. Oui, mais le micro... Ah pardon, il y a un monsieur d'abord et puis après... Je suis juste à côté, j'en profite. Ouais. J'ai déjà entendu parler à plusieurs reprises de pic pétrolier, enfin en tout cas par rapport aux réserves de pétrole qu'on aurait dépassé depuis une dizaine d'années en termes de réserves mondiales et on serait un peu en récession. Qu'en est-il des mines de phosphate et de l'apport en potassium avec lequel on pourrait abonder nos terres artificiellement partout dans le monde? Est-ce que c'est quantifiable? Oui, on arrive à quantifier. Il y a 3 grands gisements de phosphate dans le monde, la Chine, les États-Unis et le Maroc. Il y en a après un peu d'autres ailleurs. On est un peu sur la même situation que le pétrole, c'est-à-dire tant que le phosphate ne devient pas rare, on ne va pas forcément essayer de chercher s'il n'y en a pas ailleurs, pas assez accessible. Donc on n'a pas une connaissance très très complète des véritables réserves mondiales. Sur les réserves qu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'on est en début d'épuisement et qu'il faut penser à la suite. Ça, c'est pour le phosphore. Pour le potassium, on sait qu'on a quand même encore beaucoup de marge de manœuvre et qu'il y en a beaucoup et que ce n'est pas près de manquer à court ou moyen terme. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle le moyen terme. Si le moyen terme, c'est 1000 ans, peut-être que là, il y a quelques soucis à se faire. Mais en tout cas, à moyen terme, on a d'abord un souci à se faire sur le phosphore, clairement. Ensuite, on a un souci à se faire éventuellement sur l'azote, parce que si le pétrole devient hors de prix, si l'énergie fossile devient hors de prix, l'azote augmente fortement. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on a des plantes qui savent synthétiser l'azote à partir de l'azote de l'air. Alors que le phosphore, ce n'est pas synthétisable. Il n'y a aucune plante qui est capable de faire à partir de je ne sais quoi du phosphore. Le phosphore, c'est un minéral qui est dans le sol et vous le recyclez. Le problème, c'est qu'avec notre système, on ne l'a pas recyclé. Nos bouts de stations d'épuration, elles finissent par partir dans la mer et dans les rivières. Et qu'aujourd'hui, une partie du phosphore qu'on a utilisé pour faire pousser les plantes, il est au fond de la mer. Et donc, on a un vrai souci à se faire là-dessus. On a des années pour le préparer, mais on considère qu'il faut commencer à le préparer maintenant. Oui, vous avez montré une courbe précédemment avec les productions. En fait, plus exactement avec les disponibilités. Ah, les disponibilités. Vous avez tenu compte ou pas de la perte, tout ce qui est gaspillage, etc. Parce que si on produit un peu plus que la population a besoin, le delta, il devient quoi? Est-ce que c'est le delta de perte en question? Et si, au niveau mondial, de combien il est approximativement? Alors, dans ces calculs-là, qui sont faits par l'Organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, qui est basée à Rome, on calcule la production, on enlève la partie de la production qui va pour la semence, pour les semences, on enlève la partie de la production qui va, par exemple, pour la consommation des animaux, on enlève les pertes au champ et les pertes au transport, mais on n'enlève pas le gaspillage. Okay? Donc si vous regardez la courbe là, vous voyez qu'au niveau mondial, on est à 2700. La courbe rouge tout en haut, c'est l'Amérique du Nord. Vous voyez qu'on est vers les 3600, 3700 kilocalories par personne et par jour. Mais vous, concrètement, nous, dans cette salle, même si on va peut-être bien manger après tout à l'heure, on ne va pas dépasser les 2000, 2300 calories par personne et par jour. Ça veut dire que la différence, oui, c'est le gaspillage. Alors, dire le mot gaspillage, c'est toujours un peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'en fait, on pourrait complètement le supprimer. Il y a une partie qu'on gaspille, qui serait extrêmement coûteuse de totalement supprimer. On a une grosse marge de manœuvre pour le réduire, mais on ne peut pas totalement l'éliminer. Ou alors, ça serait extrêmement coûteux. Alors, ça veut dire quoi? Grosso modo, on estime que dans les pays industrialisés, on produit un petit peu moins que 2 fois plus que ce dont on a besoin. Alors, si on avait vraiment un problème de poursuite de l'augmentation de la population, ce qui va être le cas jusqu'en 2050, la population va continuer d'augmenter.
On a une première solution, c'est effectivement de réduire le gaspillage. Ça veut dire aussi, du coup, d'augmenter les prix des aliments. Si les prix des aliments sont relativement peu chers, c'est parce qu'on surproduit complètement. Si on essaie de réduire le gaspillage, si on essaie de produire plus juste, ça veut dire que les prix montent. Mais une des marges de manœuvre qu'on a clairement, c'est la réduction de la consommation de produits animaux. Parce que quand on produit de la nourriture pour les animaux, le rendement énergétique n'est pas très bon, vous le savez tous. Voilà, selon les animaux, entre 4-5 kilocalories végétales, de produits végétaux pour nourrir, pour faire une calorie de poulet. On monte jusqu'à 7, 8, 10 pour du bœuf. Bon, donc on sait qu'en réduisant notre consommation de produits animaux, pas en la supprimant, en la réduisant déjà, on gagne une marge de manœuvre très importante. Donc ça veut dire qu'on a de la marge de manœuvre pour nourrir 9 milliards d'habitants. On est que 7 aujourd'hui. On sera 9 à 10 milliards en 2050. On a de la marge. On n'a pas besoin de faire exploser la production comme on essaie de nous faire croire que l'enjeu de la sécurité alimentaire mondiale, ça va être de doubler la production alimentaire. On a aujourd'hui une production qui, grosso modo sur la planète, est un peu moins du tiers en plus que ce dont on a besoin, avec effectivement une part de gaspillage de plus en plus importante qu'on est dans des pays riches. On reviendra, si vous voulez, sur la question du gaspillage, qui me semble pas si simple que de dire il faut réduire le gaspillage. On essaiera de comprendre pourquoi on gaspille, et on verra qu'on a de bonnes raisons de gaspiller. Je le dis de façon un peu provocatrice pour vous inciter à ce qu'on discute de ça, mais je pense qu'il faut qu'on change nos regards aussi sur la question du gaspillage. Donc ce que je disais, c'est que l'augmentation de cette production, elle a permis l'urbanisation. Elle a permis que la population quitte les campagnes pour aller vivre dans les villes et fasse d'autres activités, parce qu'on arrivait à produire beaucoup d'excédents, non seulement pour nourrir les agriculteurs et les ruraux, mais aussi pour nourrir les citadins. Bon, alors, les effets pervers de ça. Les effets pervers, d'abord, ils sont environnementaux. Comme je vous l'ai dit, le système industriel, il s'appuie sur des ressources non renouvelables. Il épuise, on vient d'en parler, les ressources en phosphore, les ressources en pétrole et en gaz, et on verra aussi peut-être d'autres ressources, le zinc et un certain nombre d'autres minéraux qui sont disponibles en moindre quantité, mais dont on a besoin aussi en moindre quantité. Mais tout notre système, il est aujourd'hui basé sur l'usage de ressources non renouvelables. Ou alors, il a tendance aujourd'hui à exploiter des ressources renouvelables, mais à une vitesse trop rapide par rapport à leur vitesse de renouvellement. Je pense à quoi? Aux poissons, dans la mer. On exploite le poisson, on l'extrait plus vite que sa capacité de se renouveler. On pompe de l'eau, on utilise de l'eau qu'on pollue, qu'on salit, à une vitesse supérieure à la capacité de renouvellement de l'eau, qui est un cycle. Donc on a aujourd'hui une accélération du système qui pose un problème sur les ressources et qui épuise la ressource. Deuxième chose, on érode la biodiversité. Si vous voulez faire de la compote de pommes, eh ben vous avez besoin de chercher dans les centaines de variétés de pommes existantes, vous avez besoin de trouver celle qui marche le mieux pour le procédé industriel de compote de pommes. Donc vous allez favoriser la production d'une, 2 ou 3 variétés de pommes, point final. Et tout le système industriel, il vise en fait à utiliser des matières premières parfaitement adaptées aux exigences des procédés industriels, et donc il tend à éroder la biodiversité, c'est-à-dire à empêcher qu'on continue de cultiver une très grande diversité variétale de plantes, ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce que quand vous faites de la monoculture d'une seule type de plante, bah, du coup vous avez beaucoup plus d'attaques de maladies que quand vous mélangez les plantes. Et donc, si vous avez plein d'attaques de maladies, il faut mettre des pesticides pour lutter contre les maladies. Et on est parti dans un cycle dont on arrive aujourd'hui que difficilement à sortir. On sature et on pollue le gaspillage, mais on sature et on pollue les milieux, et en particulier, bon, je ne vous parle pas de l'emballage alimentaire et de son accumulation qui devient très difficilement gérable. Emballage alimentaire à base de plastique qui pollue énormément et les mers, et les décharges, et les environnements. Donc ça, je ne vous fais pas de dessin, mais bien évidemment, émissions de gaz à effet de serre. 3 gaz à effet de serre sont importants à avoir en tête: le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, N2O. Une molécule de protoxyde contribue à l'effet de serre 300 fois plus qu'une molécule de CO2.
Le protoxyde d'azote, il est notamment émis par les sols quand on a trop fertilisé avec trop d'engrais azotés et quand on a une mauvaise maîtrise de la composition azotée des sols. Donc on sait que l'agriculture, la transformation, la distribution, et donc d'une façon générale le système alimentaire, c'est un contributeur très significatif du changement climatique et de l'émission de gaz à effet de serre. Et qu'un des enjeux fondamentaux, c'est très rapidement d'empêcher de continuer ce système de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Bon, je passe un peu là-dessus, mais grosso modo, c'est très compliqué de calculer quelle est la part du système, mais des travaux un peu récents de Vermeulen là, montrent que, avec les marges d'erreur qu'on a, entre grosso modo 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées au système alimentaire. Donc c'est loin d'être négligeable, et c'est un système sur lequel il y a pas mal de marge de manœuvre pour essayer de les réduire. Mais ça veut dire changer assez fondamentalement la façon dont on produit, la façon dont on transforme, la façon dont on commercialise et la façon dont on consomme. Notamment avec la question des produits animaux, qui contribuent pour une bonne part à cette émission de gaz à effet de serre. Juste une petite liste, mais si vous voulez, vous pourrez la retrouver, ou je le donnerai à Marilyn si vous voulez avoir le PowerPoint pour retrouver des éléments. Les questions environnementales, ce n'est pas uniquement ce que j'ai dit, c'est des tas d'autres problèmes. Bon, la consommation d'énergie, j'en ai parlé, la consommation d'eau, j'en ai parlé, la consommation de ressources qu'on appelle abiotiques, des minerais et des terres rares, qui est un des problèmes, par exemple, des énergies alternatives et des énergies renouvelables, solaires en particulier, c'est qu'elles utilisent des métaux et des terres rares qui sont en épuisement accéléré et sur lesquels il va falloir trouver des alternatives assez rapidement. L'acidification des pluies, du coup on voit les effets sur la forêt, la toxicité, bon. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais juste pour avoir en tête, la question environnementale, elle est assez complexe et c'est sur tout un ensemble de problèmes qu'on voit que nos systèmes sont en train de dégrader l'environnement de façon accélérée. Ce qui me semble important à retenir, c'est que la dégradation de l'environnement, elle est exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, on dégrade encore plus que l'année d'avant. Et que donc on accélère la dégradation de l'environnement avec désormais la crainte d'irréversibilité, c'est-à-dire en fait de possibilité de ne pas arriver à revenir en arrière. Et ça pose la question de savoir quelle planète on laisse à nos enfants. On l'a découvert par ses effets pervers, après tous les bienfaits qu'elle nous a donnés. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce système, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est plus durable. Enjeux nutritionnels, vous avez sans doute assisté à des conférences ici, donc je ne vais pas forcément passer trop de temps là-dessus. L'alimentation n'est pas chère. Elle est très abondante. On n'est plus aujourd'hui dans une difficulté d'arriver à satisfaire nos besoins. On a plutôt une tendance à la surconsommation, donc du surpoids, de l'obésité, compte tenu du fait qu'on a une activité physique réduite, maladies cardiovasculaires, liées notamment, c'est ce qu'on est en train de commencer à découvrir, à ce qu'on appelle les produits ultra transformés. La tendance dans l'industrie alimentaire, ça a été de prendre des matières premières et de la fractionner en éléments de base, pour reconstituer ensuite des aliments qui ressemblent à ce qu'on avait sous forme brute. Ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, c'est donc des aliments à base de matrices alimentaires, comme on appelle ça, déstructurées, et qui du coup se comportent nutritionnellement pas de la même façon que des aliments bruts, que des aliments que vous cuisinez vous-même. Et donc on a compris que les aliments, ce n'est pas simplement une addition de calories, de vitamines, de protéines, mais que la façon même dont l'aliment se tient, la façon dont se tiennent les éléments des aliments entre eux, ce qu'on appelle la matrice alimentaire, en fait a une incidence importante sur notre nutrition et notre santé. C'est un fond scientifique, c'est quelque chose d'assez nouveau, dont on commence à beaucoup parler dans le milieu scientifique bien sûr, où on n'est pas complètement sûr, mais on commence à se dire il va falloir regarder de plus près, pas uniquement la composition nutritionnelle standard des aliments, mais la façon dont ils sont organisés structurellement dans le cœur de leurs cellules. Bon, régime déséquilibré, trop de gras, trop de sucre, trop de sel, j'insiste pas. Toxicité, résidus de pesticides, perturbateurs endocriniens.
Bon, je pense que tout ça, vous en avez déjà entendu parler, la presse nous en parle beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un effet de ce système alimentaire qui nous a conduit vers l'apparition de nouvelles pathologies nutritionnelles. Le problème, c'est plus la famine, mais c'est maintenant, aujourd'hui, ce type de pathologie qui rend nécessaire de repenser le système de production, de transformation, etc. Et puis, également, domaine un peu nouveau qu'on est en train sur lequel on a déjà compris pas mal de choses, qu'on appelle le microbiote intestinal. Hein, dans notre tube digestif, dans notre estomac, dans nos intestins, on a une flore microbienne, on a des millions de microbes qui jouent un rôle important sur notre santé, sur notre mental, sur lequel on commence à découvrir que ce qu'on mange a un effet sur la santé de ce microbiote que nous hébergeons et que la santé de ce microbiote a un effet sur notre santé à nous. En fait, ce qui est important, et philosophiquement c'est important, on découvre qu'en fait, nous sommes un animal symbiotique. On vit avec un autre animal qui est au cœur de nous, qui ne parle pas. Ok, vous ne pouvez pas lui dire bonjour, d'accord, mais c'est quand même, en fait, un corps vivant qu'on a au cœur de nous, et on vit en symbiose avec ce microbiote, et que cette symbiose, si elle ne fonctionne pas bien, elle a des effets sur notre santé et sur notre mental. Et que ça, c'est aussi, probablement dans les années qui viennent, quelque chose qui va aussi un peu révolutionner la façon dont on concevait la nutrition jusqu'à présent, qui était assez simplement protéines, vitamines, micronutriments, etc. Et en fait, qui s'avère être un peu plus compliqué que ça. Une des difficultés qu'on a, à la fois dans les pays en développement, Afrique, Asie, Amérique latine, mais également chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on doit gérer des situations, comme on dit, de double fardeau. C'est-à-dire que d'un côté, on peut se retrouver en surpoids et obésité avec du diabète de type 2, et de l'autre, on peut se retrouver carencé. C'est-à-dire qu'on peut souffrir à la fois d'insuffisance et d'excès dans la même ville, dans la même famille, et y compris chez le même individu. Et que donc, du coup, pour gérer ça d'un point de vue médical, d'un point de vue prévention, ça devient compliqué. À un moment, on se disait, bon, si les gens n'ont pas assez à manger, on va subventionner les produits. Dans certains pays, on a subventionné le gras, le sucre, et du coup, on a vu apparaître de l'obésité. Donc on voit bien que c'est compliqué et que ça demande aujourd'hui des nouvelles façons d'appréhender les questions de nutrition, avec une meilleure combinaison entre le curatif, soigner les gens qui sont malades, et le préventif. Et du coup, aujourd'hui, il y a de nouveaux défis pour penser la santé à long terme. Troisième grand type de problème, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé de nutrition, troisième grand type de problème, l'accroissement considérable des inégalités. Entre les pays du monde, les inégalités se sont réduites. Il y a moins d'inégalités aujourd'hui entre pays en moyenne qu'il n'y avait il y a 30 ou 40 ans. Par contre, partout, dans tous les pays du monde, ce qui a augmenté de façon considérable, en France en particulier depuis les années 80, c'est l'accroissement des inégalités internes à chaque pays. Et l'accroissement des inégalités, il s'est fait d'abord par l'envolée des revenus des plus riches. Donc vous voyez aujourd'hui que, et on l'a dépassé, 1% des plus riches de la planète possèdent la richesse de 99% des restants. Bon, est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un problème parce que quand on a une population croissante qui est trop pauvre pour arriver à se nourrir correctement, c'est derrière des problèmes de santé que la société doit prendre en charge. C'est aussi des problèmes de sortie du système, de gens qui considèrent que le système n'a pas réussi à les intégrer et qui, du coup, qui sortent du système, y compris pour construire d'autres contre-systèmes qui peuvent contester le système. Donc ça veut dire de la violence sociale potentielle. Et donc ça, c'est aujourd'hui une des questions difficiles, mais une des questions sur lesquelles on considère qu'on ne peut pas continuer à voir à ce point augmenter la différence entre les riches et les pauvres. Que le problème, il est peut-être moins de lutter contre la pauvreté, mais il devient peut-être de lutter contre la richesse. Aussi parce que la richesse, elle surconsomme, elle surgaspille et elle surconsomme les ressources. Du coup, de l'exclusion du système, et dans le système alimentaire, on le voit, et nous, travaillant sur Afrique, Asie, Amérique latine, on le voit particulièrement.
l'industrialisation accélérée des systèmes alimentaires en Afrique, Asie et Amérique latine, elle se traduit par le fait que les milliers de femmes qui faisaient de la transformation à petite échelle pour faire des produits traditionnels transformés se retrouvent concurrencées par d'énormes entreprises qui emploient 10 ou 100 fois moins de travailleurs, mais qui du coup mettent sur la paille des milliers de gens et accroissent la pauvreté, et du coup font sortir du système un certain nombre de gens. Donc ça veut dire que notre système alimentaire, la question elle n'est pas simplement est-ce qu'il dégrade l'environnement, est-ce qu'il dégrade notre santé, mais qu'est-ce qu'il génère en termes d'emploi, qu'est-ce qu'il génère en termes d'inégalité et qu'est-ce qu'il génère en termes de tension sociale. Un certain nombre de gens considèrent qu'il y a un risque d'appauvrissement culturel avec la mondialisation de l'alimentation, avec l'industrialisation de l'alimentation, qu'on va tous manger pareil. Nous qui travaillons sur cette question, on n'y croit pas. On voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de matières premières qui se diffusent. Le poulet se diffuse partout, le sucre blanc se diffuse partout, la farine de blé et le pain se diffusent partout, mais les cuisines s'inventent tous les jours dans les pays. Je donne souvent comme exemple le cas du Liban, qui est vraiment un cas intéressant. 80% de ce qui est mangé au Liban vient de l'extérieur. Et 80% de la population libanaise ne vit pas au Liban. Elle vit dans les diasporas du monde entier. On pourrait se dire, voilà typiquement le pays qui va avoir la nourriture la plus mondialisée du monde. Ils sont sous l'influence de tous les pays du monde et ils importent toute leur nourriture. Ils produisent quasiment plus rien. Et n'empêche que chaque mois, il y a un restaurant libanais qui s'ouvre dans le monde. Et que vous allez manger dans un restaurant libanais, vous ne mangez pas la même chose que dans un restaurant lyonnais ou dans un restaurant de Narbonne. Et que donc on voit bien que les dynamiques culturelles, c'est des dynamiques extrêmement vivantes, et que la culture, ça s'invente, que ça s'actualise, et que, moi qui m'intéresse en particulier aux villes, je vois que les villes inventent leur nourriture, inventent leur cuisine, inventent leurs plats, et que donc en fait, c'est plus compliqué que d'imaginer qu'il y a un appauvrissement culturel, mais on pourra discuter de ça si vous voulez. N'empêche qu'il y a un certain nombre de produits qui risquent de disparaître parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans les nouveaux systèmes alimentaires. Un des derniers points, c'est la vulnérabilité du système. On a commencé à comprendre qu'en fait, on a un système qui s'est beaucoup basé sur les échanges internationaux. Un certain nombre de pays ont considéré que plutôt que d'essayer de produire eux-mêmes tout ce qu'ils voulaient, il ferait mieux d'aller chercher moins cher quand d'autres sont capables de produire moins cher ailleurs. Et donc, ça a multiplié les échanges internationaux. Vous avez vu les petits pics dont je vous ai parlé, la crise de 2007-2008, la flambée des prix sur les marchés internationaux, ont fait comprendre que, finalement, avoir diversifié nos sources d'approvisionnement et aller chercher la nourriture aux quatre coins du monde, ça pouvait avoir un certain nombre de risques. Le risque que, le jour où il y a une flambée des prix sur le marché international, du coup, vous vous retrouvez très démunis pour arriver à continuer d'approvisionner votre population de façon régulière. Et puis que ces échanges internationaux, ils se sont traduits par la diffusion des pathogènes, des maladies. Il y a 20 ans, on avait 1 ou 2 maladies des plantes qui arrivaient tous les ans, et encore, même pas. Tout le monde se mettait à essayer de trouver des moyens de lutter contre les maladies. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui arrivent dans un même laps de temps. C'est-à-dire chaque année, il y en a plus, avec des maladies qui peuvent être graves. Vous avez peut-être entendu parler de Xylella, qui a complètement anéanti une partie des oliveraies en Italie, qui arrive sur la Côte d'Azur, qui arrive en Corse, qui inquiète beaucoup, et qui est lié au fait qu'on a intensifié la circulation internationale des produits. Donc on voit qu'il y a une vulnérabilité, il y a un peu de danger. En Afrique, il y a 2 ans, il y a eu une épidémie d'Ebola, dont vous avez sans doute entendu parler dans les médias, qui est extrêmement grave, qui tue avec un très grand pourcentage de gens qui l'ont, qui en meurent, qui a conduit la population au Sierra Leone et au Libéria, qui a conduit le gouvernement à demander un confinement de la population chez elle pour éviter la propagation de l'épidémie. C'est une question qu'on se pose dans tous les pays du monde. Si on a des pathologies comme celle-là, pas forcément Ebola, mais ça peut être de la grippe aviaire qui commence à être transmissible à l'homme. Donc des pathogènes, des virus ou des parasites qui se diffusent du fait des échanges internationaux et qui conduisent à devoir
confiner la population un certain temps, 15 jours, 3 semaines, pour bloquer la propagation de l'épidémie. Les pays qui ont réfléchi à ça, la France, l'Allemagne, ont commencé à réaliser en fait qu'on était incapable de tenir un confinement quelques semaines. Parce qu'on fonctionne ce qu'on appelle à flux tendu, on n'a plus de stock. Parce que stocker, c'est immobiliser de l'argent et que ce qu'on veut faire, c'est tourner l'argent le plus vite possible. Et donc on commence à se rendre compte que la question des stocks, elle revient dans l'agenda politique parce qu'on est susceptible peut-être un jour de devoir prendre ce type de mesures et d'assurer la nourriture de toute une population qui est obligée de rester chez elle. L'année dernière, les Allemands, législativement, ont obligé tous les ménages allemands à stocker un certain nombre de jours de nourriture et un certain nombre de jours d'eau potable. En cas de... Le risque est faible pour le moment, mais on prend ses précautions. La France réfléchit à ces questions-là. Et on s'aperçoit que notre système à flux tendu, aujourd'hui, il nous fait courir des risques. Et que donc, on a un système qu'on appelle vulnérable. En cas d'accident, ça peut être la catastrophe. Bon, alors pourquoi, du coup, face à ça, on essaie d'imaginer ce que ça voudrait dire d'avoir des systèmes alimentaires durables. Et les tentatives de définition de ça nous conduisent à dire des systèmes de production alimentaire qui ne font plus recours aux ressources non renouvelables, qui ne réduisent pas la biodiversité et qui ne polluent pas et qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Qui assurent la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qui contribuent à lutter contre la pauvreté, contre le fait qu'un certain nombre, et ils sont quand même à peu près 800 millions dans le monde aujourd'hui, à ne pas avoir suffisamment de revenus ou suffisamment de moyens de produire leur propre nourriture, et donc d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'ensemble de la population de la planète, avec un accès digne à l'alimentation. On reviendra sur la question de la dignité dans la précarité, si vous voulez. Des systèmes résilients, donc non vulnérables par rapport à ce que je viens de dire, créateurs d'emplois, plus inclusifs, plus équitables, donc cette dimension économique et sociale, entraînant la cohésion sociale et le respect de la diversité des cultures. Pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure, le fait que le repas est un moyen d'assurer de la cohésion sociale, du lien social entre les gens, c'est qu'aujourd'hui on craint qu'avec la personnalisation, l'individualisation, et en particulier dans ce qu'on appelle la nutrition personnalisée, ça se traduit en effet pervers sur une déstructuration sociale. Et puis restaurer la confiance dans le système, je vais venir là-dessus. En fait, le constat qu'on fait, c'est que dans les sociétés industrielles, les citoyens, les consommateurs perdent progressivement confiance dans le système, perdent confiance dans les entreprises, parce qu'ils considèrent que les entreprises sont plutôt là pour essayer de maximiser leurs profits et de ne pas nous vendre des produits de qualité. Et on voit les pollutions et on voit les risques qu'on court aujourd'hui avec les résidus de pesticides, les perturbateurs endocriniens et les lobbies qui essayent de minimiser le problème parce qu'ils n'ont pas trop d'autres solutions pour le moment et qui veulent continuer de garder leurs profits. Donc une défiance vis-à-vis des industries, mais également une défiance maintenant qui s'étend au gouvernement et aux États, qu'on suspecte d'être aux mains des lobbies, y compris à la science, qu'on suspecte d'être financée par les lobbies. Donc, une crise de confiance des citoyens, des mangeurs, dans le système alimentaire. Allez-y. Par rapport à cette crise de confiance et l'item juste avant, il y a quand même des réalités... Mon propos ne se veut pas polémique, mais en Inde, avec Monsanto, il y a quand même un grand nombre d'agriculteurs indiens qui se suicident du fait de l'exploitation, enfin de la façon dont Monsanto génère et décide de comment l'agriculture doit se mener en Inde. Et puis il y a la question de la captation, je ne sais pas si le mot est bon, en tout cas de Monsanto, Bayer et d'autres ont tendance aussi à essayer de s'approprier quelques graines et d'en faire, de les breveter pour... enfin voilà, c'est très réducteur ce que je dis, mais j'aimerais avoir votre position là-dessus, parce que c'est quand même des problèmes qui sont réels et qui entravent le quotidien de millions et millions de personnes. Mais je crois que ce n'est pas du tout réducteur. S'il y a une perte de confiance, elle n'est pas injustifiée, c'est pas du fantasme. Il y a bien effectivement un certain nombre de scandales, un certain nombre de pratiques industrielles
qui méritent qu'on puisse perdre confiance dans l'industrie. C'est pas juste l'imagination des gens qui se font des films, je pourrais dire, sur ce qui se passe. Il y a absolument une réalité. Mais du coup, sur ce que font un certain nombre d'entreprises, ça se traduit aussi par une perte de confiance plus générale, c'est-à-dire par principe presque contre n'importe quel industriel. N'importe quel industriel devient on le suspecte de ne pas privilégier la qualité, de ne pas faire attention à notre santé au nom de son profit, même si cet industriel fait des efforts. Et moi qui travaille avec des agriculteurs, je vois bien qu'il y a des agriculteurs qui font des efforts, qui sont attentifs à ne pas polluer, qui sont attentifs à ne pas mettre trop de pesticides, qui ne sont pas pour autant passés en bio, et qui sont désespérés de voir qu'en fait leurs efforts, parce que c'est compliqué pour eux de passer en bio, compte tenu de leur culture, ne sont pas reconnus et qu'on les accuse a priori de devenir en fait des empoisonneurs. Donc on voit bien que des éléments, des faits absolument réels et pas du tout exagérés ont généré cette suspicion. Et de même, la perte de confiance qu'on a dans l'État ou dans le gouvernement, elle est aussi en partie justifiée. Quand on nous a dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière française, au bout d'un moment, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment possible? Enfin, on voit bien qu'il y a... Alors, ce genre de petits éléments, enfin petits, ils ne sont pas si petits que ça, mais ce genre d'éléments ponctuels finissent par entretenir une défiance perpétuelle, permanente, et quel que soit ce que vous allez essayer de faire, on s'interroge. Et c'est la même chose chez les scientifiques. Les scientifiques essaient de faire un travail sérieux d'analyse des véritables risques, des véritables conséquences de ça. Et on voit bien que dès qu'ils montrent des choses qui ne sont pas si évidentes, on se demande si, en fait, ils ne sont pas en train de servir les intérêts de ceux qui les ont financés, quand en particulier ce sont des industriels. Donc c'est à la fois fondé, mais en même temps ça se généralise. Ça veut dire aussi que on perd confiance dans le système. Et pourquoi on perd confiance dans le système? J'interprète la relation qu'on a dans nos rapports à l'alimentation comme ce que j'appelle des distanciations de nos rapports à l'alimentation. Il y a une distance qui s'est créée entre les mangeurs et leur alimentation, qui est une distance déjà géographique. Notre nourriture vient de plus en plus loin parce qu'on est dans des grandes villes qui ne peuvent pas arriver à produire uniquement autour d'elles. Et elles sont obligées d'aller chercher, et depuis très longtemps, et depuis leur création, les villes ont été chercher la nourriture au loin. Et donc, ça veut dire qu'on ne voit plus les champs de blé, on ne voit plus les vaches laitières, parce qu'elles sont loin, tout simplement loin physiquement, géographiquement. Une distanciation économique. Il y a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Le producteur vend à un grossiste, qui vend à un industriel, qui vend à un distributeur, qui fait circuler le produit partout pour arriver finalement dans votre assiette. Et vous n'avez plus tellement la possibilité, quand vous achetez dans un supermarché votre nourriture, de rencontrer les producteurs. Vous ne savez plus, il y a des tas d'intermédiaires, et en même temps, ça a généré plein d'emplois et plein d'activités. C'est une distanciation, on appelle ça, avec nos langages savants, cognitifs, ça veut dire qu'on ne comprend plus, on ne sait plus comment on produit, transforme notre alimentation. On n'y comprend plus rien. Vous interrogez des gens qui n'ont pas fait de l'agriculture, c'est quoi la différence entre un engrais et un pesticide? Il y a plein de gens qui ne savent pas que l'engrais c'est pour nourrir et que le pesticide c'est pour soigner, par exemple, ils confondent. Mais parce que c'est compliqué. Et puis parce qu'ils ne sont plus enfants d'agriculteurs, ils n'ont pas vécu à la campagne, ils ne savent plus comment on cultive, comment on transforme, comment on fait de l'huile, d'où ça vient, les yaourts c'est fait avec quoi. Donc on a une perte de connaissance, ou en tout cas on a besoin d'intermédiaires pour retrouver cette connaissance. Il faut aller lire les livres, regarder les journaux, lire les journaux, regarder sur Internet pour essayer de comprendre comment ça marche. On a des intermédiaires, on s'est distancié dans notre connaissance de l'agriculture et de l'alimentation. Distanciation sociale, ça veut dire qu'autrefois l'alimentation c'était ce qu'on appelle un allant de soi. On mangeait ce qu'on nous avait appris à manger, on cuisinait comme on nous avait appris à cuisiner. Et qu'aujourd'hui, on vous propose en fait que chaque individu soit responsable avec toute l'information qu'on va lui donner et qu'il fasse le choix optimal pour bien se nourrir.
Donc ça veut dire qu'il y a eu un affaiblissement des règles sociales qui faisaient que on mangeait ce qu'on avait sur la table. Et vous voyez bien que c'est en train de se jouer, par exemple, y compris dans le repas des Français. On a encore en France, majoritairement, quelqu'un qui prépare à manger, qui sert la famille, et on mange ce qu'il y a, et on ne discute pas. Oui, j'aime pas trop les endives, mais t'en manges quand même. Mais on voit que ça s'effrite sur le dessert. Bon, sur le dessert, chacun prend ce qu'il veut. Qui veut un yaourt, qui veut un fruit, qui veut je ne sais quoi. Et que donc, cette entrée de l'individualisation des choix, qui permet de gagner de la liberté, qui permet de faire plaisir aux enfants, en même temps, s'il se généralise, ça veut dire que, en fait, on ne partage plus une même nourriture et on ne partage plus un même aliment, et donc on n'incorpore pas collectivement la même chose. Qu'est-ce qui fait la cohésion aussi d'un groupe social? C'est qu'ils mangent la même chair. Le mot « compagnon » rend compte de ça. Compagnon, ça veut dire qu'ils partagent le même pain. Et ça veut dire que ça crée un lien entre les gens parce qu'ils incorporent la même nourriture. Donc on a cette distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il y a moins de règles sociales, l'individualisme augmente et l'individualisation des rapports à l'alimentation augmente. Voilà. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être libre et que chacun puisse, en fonction de ses propres besoins, en fonction de ses propres souhaits, puisse manger comme il veut. Aujourd'hui, il y a un marché qui est en train de s'ouvrir, qui commence aux États-Unis, mais qui arrive en France, qui est la possibilité que vous envoyez un peu de salive sur un buvard dans un laboratoire qui va vous donner, en fait, la caractérisation de vos gènes. Et que vos gènes, on va vous dire, vous avez un risque, si vous ne faites pas attention, de grossir plus que votre voisin qui, lui, génétiquement, a moins ce risque-là. Ça veut dire que d'un individu à l'autre, génétiquement, on n'est pas prédisposé vis-à-vis des aliments de la même... On n'est pas égaux. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est vous allez faire une analyse génétique de votre patrimoine génétique et on va vous conseiller de manger en fonction de ça. Donc, on va du coup personnaliser votre alimentation, votre nutrition, pour optimiser votre santé, bien sûr. Mais en même temps, derrière, ça veut dire que vous commencez à abandonner l'idée qu'en fait, on partage la nourriture. Alors, c'est peut-être une idée ringarde, mais c'est en tout cas une question qu'on se pose. Est-ce que cette tendance à l'individualisation et à la nutrition personnalisée n'est pas porteuse d'un risque de déstructuration sociale? Et puis, je dirais distanciation politique, ça veut dire qu'en fait, le citoyen, vous et moi, on a le sentiment qu'on n'a plus aucune prise sur le système, qu'on ne peut pas l'orienter. Il est orienté dans ce bâtiment où se négocie la politique agricole commune à Bruxelles. Et que vous ne pouvez même pas y rentrer d'ailleurs, et que vous ne pouvez pas peser dessus, et que finalement ça vous échappe complètement. Et donc cette distanciation économique, géographique, cognitive, sociale, politique, elle se traduit par de l'anxiété, elle se traduit par de l'inquiétude. Que vous, du coup, vous êtes perdu. Vous êtes un peu perdu par rapport à ça, et donc qu'est-ce que vous cherchez pour essayer de vous rassurer face à ça? Vous cherchez du local. Vous cherchez moins d'intermédiaires. Vous cherchez à réinvestir dans comment on produit. Avoir un jardin, disposer de montrer aux enfants comment on produit des tomates. Donc l'agriculture urbaine, par exemple, elle participe de cette volonté d'essayer de reprendre... Oui, madame. De se servir du toit des immeubles oui. Pour faire des petits jardins. Alors, on va discuter après, est-ce qu'on va arriver avec ça à changer le système? Mais ça participe tout à fait de ça. Se dire qu'en fait, j'y comprends tellement plus rien qu'en fait, je vais déjà au moins apprendre à mes enfants et puis le plaisir de voir ces tomates mûrir et de les cueillir et de reconstruire de l'estime de soi aussi parce qu'on voit qu'on est capable de produire quelque chose et qu'on est capable de reprendre la main, c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser, sur notre système. Et sur la vie, reprendre la main sur notre alimentation, reprendre la main sur l'environnement, reprendre la main sur nos corps. Donc c'est ça, ces proximités qu'on voit fleurir partout. Relocaliser l'agriculture pour retrouver de la proximité géographique. Les circuits courts, la vente directe, les marchés paysans, rencontrer les producteurs, c'est la distanciation, c'est la proximité économique. Réapprendre à cultiver, transformer, cuisiner, faire soi-même, c'est la proximité cognitive. Et
Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit se développer, en particulier dans les villes, de nouveaux dispositifs de gouvernance, de décision publique dans lesquels les citoyens et les consommateurs sont associés. Je suis très heureuse parce que nous sommes en retard à Narbonne, mais il y a déjà une place, qu'il y a des jardinières, des potagers urbains. Bon, pour le moment, ça fait que 2 ans que je l'ai créé, mais les gens ne respectent pas encore. Mais je pense qu'il va venir une nécessité. En plus, maintenant, on n'est pas non plus ignare, ni ignorant, qu'il faut manger local. Manger local, ça coûte moins cher. On peut produire, et comme vous dites, c'est une merveille de voir son tomate se faire. Nous, on a des patates dans la place Verdun extraordinaire qu'il faut venir voir, des petits haricots verts, des oignons, voilà, de tout ça. Malheureusement, on ne peut pas planter des salades parce que les salades, on ne les fait pas grandir, on les prend avant qu'ils soient mûrs. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut venir. Et même la mairie, maintenant, elle est d'accord pour faire un tout, partout, dans les trottoirs, partout. Voilà. Donc, je suis heureuse de vous entendre dire. Donc, Narbonne n'est pas en retard, alors, du coup. Et on mange bio et on mange frais. Oui. Et ça ne coûte rien. Voilà. Donc, mais en fait, plus ça va se généraliser, moins on va vous piquer vos salades avant qu'elles soient... Mais elle me les pique déjà. Oui, mais quand non, les salades, je ne peux plus planter parce qu'ils ne... Non, les limaces, ils ne mangent pas les salades malades. Non, pas du tout. Mais bon, c'est les gens qu'il faut éduquer. Et même pour les plus pauvres qui vont manger, moi, je suis dans les écoles et on a des jardins magnifiques, des jardinières. Mais les salades, on les lave et on les donne aux enfants. Mais les enfants, ils ne savent pas manger la salade sans rien. Donc, on fait des graines germées, mais on les a mangées toutes, sont goûtées. Et voilà, c'est ça qu'il faut venir, à venir simple, local, et puis donner le sens à l'alimentation. Ça coûte moins cher. Manger bien que faire des gueuletons pour le brioche. Bon, alors après, ça me rassure. Et en même temps, je vais vous embêter parce que... à la fois, je considère que c'est absolument indispensable, effectivement, de retrouver ces proximités-là, et en même temps, il ne faut pas imaginer qu'on va rendre le système durable uniquement avec ça. Parce que ça va marcher pour les légumes un peu, parce que c'est pas parce que c'est local que environnementalement c'est bon, parce que le coût du transport, il n'est pas grand-chose dans le système alimentaire. Non, le transport, c'est pas grand-chose. Quand on fait vraiment le calcul du coût environnemental, ça peut paraître embêtant, ça choque tout le monde. Quand on compare l'agneau de Nouvelle-Zélande avec l'agneau du Larzac consommé en France, il vaut mieux manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande d'un point de vue environnemental. Parce qu'en fait, le transport par bateau, ça coûte rien. Que dans le système alimentaire, le transport, c'est une quinzaine de % du coût environnemental, et que là-dedans, la moitié, c'est le déplacement des individus, des ménages, au supermarché aller-retour. Votre voiture est vide, vous allez au supermarché, vous mettez 15 kg, 20 kg, vous ramenez, vous avez énormément dépensé d'énergie, énormément pollué pour ces quelques kilos transportés par rapport à un transport bateau. Et donc, c'est pas parce que c'est local que c'est mieux environnement. Il faut le mesurer, il faut le regarder sérieusement. Mais en même temps, ça correspond à ça. Et c'est un moyen de reprendre la main sur son aliment. Voilà. C'est être des citoyens responsables de la planète. Absolument. C'est quand même nous pour la détruire. Excusez-moi, mais je suis passionnée. Hein. Oui, Donc oui. là, il fait froid, il pleut tout le temps et tout ça. Mais c'est nous qu'on l'a fait. Donc maintenant, il faut réparer ce qu'on a détruit. Madame derrière, voudrez-vous compléter? Vous parliez du transport et des avantages des produits qu'on fait venir. Moi, je parle de la maturité de ces produits. Oui. Et vous parliez du goût. Et le goût, c'est social aussi. On se réunit pour manger bien ensemble. Et les produits verts, pas mûrs, ils n'ont plus aucun goût. Et nos enfants n'en sauront plus comment se trouve une tomate ou une poire mûre. Mais vous avez complètement raison. Après, ça dépend un peu des produits. Il y a des produits pour lesquels
Un grain de blé, c'est vrai qu'il peut voyager, ça ne va pas beaucoup dégrader sa qualité, mais vous avez complètement raison sur les viandes, sur les fruits et légumes, sur les poissons, et donc effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que si on raisonne uniquement du point de vue environnemental, réduire la distance n'est pas forcément très avantageux, surtout si vous produisez de la tomate dans des serres chauffées au pétrole en périphérie de Narbonne, en fait, peut-être que vous dépensez beaucoup plus énergétiquement que si vous la faisiez venir d'un peu plus loin. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que cette question-là, elle est pleine d'idées reçues et pleine de fausses évidences, et qu'il faut donc être attentif et prudent, et qu'il faut le mesurer, qu'il faut le calculer, qu'on a aujourd'hui des moyens de le faire. C'est pas très simple à faire, mais n'empêche que on a besoin de commencer à véritablement évaluer quel est l'effet de ce qu'on fait et de notre système sur l'environnement. Je vous ai dit la part limitée du transport, je vous ai dit, le local ne nous dit rien sur les conditions de production. Le local ne nous dit pas si on a mis plein d'engrais, plein de pesticides ou pas. C'est pas parce que c'est local que c'est meilleur du point de vue des conditions même de production. Que les villes, historiquement, elles ont été nourries par des échanges lointains. Fernand Braudel, qui est un grand historien qui a écrit l'histoire du capitalisme, nous a très bien montré que les villes, elles ont toujours été nourries par des échanges lointains. Que localiser, c'est concentrer les risques. Que un des moyens d'éviter les ruptures d'approvisionnement, c'est de diversifier ces approvisionnements. Si vous cultivez tous vos légumes autour de la ville et que vous avez un pépin sur les légumes, sur la ville, vous n'avez plus de légumes. Et si vous n'avez pas pris l'habitude d'aller aussi échanger vos légumes avec d'autres, donc ça veut dire aussi que la diversification des sources d'approvisionnement, elle est un facteur de réduction des risques dans les approvisionnements. Et puis, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à cette tendance qu'on voit de repli sur soi, repli sur sa propre communauté, repli sur son propre terroir, sur les gens, sur l'entre-soi, et rend du coup de plus en plus compliqué de penser l'altérité, de penser l'étranger, de penser l'échange à distance, de penser les solidarités, y compris à l'autre bout du monde. Et que donc il y a, et on le comprend du fait des distanciations, une tendance à se replier sur soi, avec par exemple certaines villes qui vous disent « nous, on va faire l'autonomie alimentaire de la ville dans les 10 ans ». On ne comptera plus sur le reste du monde. Donc ça veut dire un enfermement sur soi qui est quand même, au-delà de la question alimentaire, potentiellement problématique. Bon, j'essaie de finir là-dessus. Que peuvent faire les citoyens? Que peuvent faire les consommateurs qu'on est tous? Vous avez vu qu'il y a une tendance à parler de consommateurs par la façon dont je choisis mon alimentation, la façon dont je choisis mes produits, j'oriente le système. Si je demande du bio, c'est une façon d'encourager le bio. Si je demande des produits locaux, c'est une façon d'encourager le local. Donc la façon dont je choisis mon alimentation, les produits que je choisis, sont des signaux pour orienter l'offre agricole. C'est ça qu'on appelle le boycott. Avant, le boycott, c'était je refuse de consommer certains produits parce que je condamne ceux qui l'ont produit. Aujourd'hui, c'est j'achète certains produits pour encourager certains modes de production. J'achète équitable pour encourager l'équité, j'achète le bio pour encourager l'environnement. Et l'idée générale, c'est qu'il faut favoriser la liberté des individus et que c'est à chaque individu de décider ce qui est bon pour la société et que c'est l'agrégation, l'accumulation, oui, le fait que tous les gens, en fonction de leurs choix individuels, font la société. Ça veut dire qu'on considère que l'administration, l'État, n'a plus son rôle à dire pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour la société. C'est chaque individu qui le fait, et c'est l'agrégation des préférences individuelles qui fait société. C'est ça, aujourd'hui, la philosophie, pas le système économique, mais la philosophie libérale. Chaque individu choisit pour tous. D'ailleurs, par exemple, comment je fais pour mesurer si les gens veulent de l'environnement? Je leur demande, est-ce que vous êtes prêts à payer pour l'environnement? Je vous propose cette tomate, elle n'est pas terrible du point de vue environnemental, elle coûte 100. Je vous propose celle-ci qui est bonne du point de vue environnemental, elle coûte 120. Est-ce que vous l'achetez? Donc je vais faire une courbe pour voir si, en fonction de l'évolution du prix, je vais mesurer le prix que les gens sont prêts à payer pour avoir de l'environnement. C'est ça qui, aujourd'hui, un des moyens de mesurer l'attente sociétale, le consentement à payer.
Et donc l'idée, c'est que finalement chaque individu est responsable, on l'informe, on le forme, on le sensibilise, et il fait un choix optimal. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, et maintenant vous allez savoir comment bien choisir votre alimentation. À partir de demain, vous allez tout changer, maintenant que vous avez écouté cette conférence, et vous allez tout changer, et maintenant vous allez faire vachement attention. Et si vous ne faites pas vachement attention, je vais revenir en disant que vous ne faites pas bien. C'est pas bien. Et n'empêche que ça génère quoi comme problème? Ça veut dire qu'on est en train de vous responsabiliser individuellement pour un système que vous n'avez pas construit. Et dont on vous dit qu'il faut vous échapper, qu'il faut le contester, vous individuellement, face à un système qui a quand même quelques moyens pour faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est le premier problème quand même de la limite de l'action citoyenne. Oui, l'action citoyenne est absolument nécessaire parce qu'elle permet d'inventer des possibles. Elle permet d'expérimenter autre chose, elle permet de montrer qu'on peut faire autrement. Donc elle défriche des choses, elle montre des chemins possibles. Il y a 30 ans, c'est quelques poignées d'agriculteurs qui faisaient de l'agriculture biologique, tout le monde se moquait d'eux en disant « vous êtes fous, vous n'y arriverez jamais ». Ils y sont arrivés. Et donc ils ont montré que c'était faisable. Donc effectivement, des citoyens qui se lèvent, comme on dit, et qui entreprennent des alternatives, on en a besoin. En même temps, on voit bien que ça ne peut pas suffire. Parce que, à un moment donné, il faut quand même se poser la question de où sont les moyens de changer le système. Et les moyens de changer le système, ce n'est pas vous individuellement par vos comportements. C'est les milliards qui sont à Bruxelles dans la politique agricole commune. C'est la politique. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention que cette action citoyenne, elle a du sens, mais si elle se traduit aussi politiquement. Et qu'on a besoin de réhabiliter le politique. Il y a une défiance vis-à-vis du politique. Excusez-moi, je sais que vous êtes un politique, mais il y a une défiance vis-à-vis du politique. On craint que le politique soit là plutôt pour servir ses propres intérêts que pour servir les intérêts des gens qui l'ont élu. Il y a effectivement une vraie crise démocratique dans nos sociétés, avec une érosion de la confiance dans le politique. Il n'empêche qu'il me semble que c'est un enjeu absolument majeur, c'est de reconstruire ça. De reconstruire un autre rapport une autre façon de fonctionner démocratiquement, avec de la démocratie d'élus et avec de la démocratie participative, combinant les deux. C'est un vrai enjeu, ça veut dire que l'enjeu de changer de système vite, parce que les problèmes s'aggravent vite, c'est un enjeu qu'il faut traiter politiquement, qu'il faut mettre en politique. Et ça veut dire que ça ne suffit pas que des citoyens dans leur coin fassent quelque chose et se disent « Bon, mais moi c'est bon, j'ai quelques carottes et quelques poireaux qui viennent d'un circuit court et je connais le producteur. Bon, ben c'est bon, j'ai réglé mes problèmes agricoles. » Non, ça ne règle pas les problèmes des agriculteurs, ça ne règle pas les problèmes des pollutions, ça ne règle pas les problèmes qu'on a vus. Et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi s'organiser politiquement pour faire pression sur les politiques, pour réclamer que ça change. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui est en train d'émerger depuis quelques années, alors ça a commencé plutôt aux États-Unis et au Canada, c'est les villes. Les villes ne s'occupaient pas de politique alimentaire. Elles avaient du foncier et elles décidaient, on mettra de la construction là, on gardera peut-être de l'agriculture là. Aujourd'hui, elles se rendent compte qu'en fait, maintenir de l'espace agricole peut répondre à un certain nombre des questions qu'on a vues là. Elles ont des infrastructures commerciales. Elles gèrent des marchés de gros, les communautés d'agglomération gèrent des marchés de gros qui sont des alternatives aux plateformes de la grande distribution des supermarchés et qui peuvent être des instruments d'une reconnexion entre la population urbaine et les consommateurs urbains et les agriculteurs. Parce que sur un marché de gros, tous les agriculteurs peuvent venir vendre. Alors que sur une plateforme de la grande distribution, on vous commande 800 tonnes, seul celui qui est capable de faire 800 tonnes pour vendredi sera capable de vous livrer. Alors qu'un marché de gros, un marché d'intérêt national, permet à des tas de petits producteurs de venir. Donc c'est un instrument d'orientation des formes de production agricole. Les villes gèrent des cantines scolaires. Au début, on a créé les cantines scolaires pour amener les enfants, pour qu'ils viennent à l'école, parce qu'on avait du mal à faire venir les enfants à l'école. Aujourd'hui, on se rend compte que la cantine scolaire, ça peut être un moyen d'apprentissage du vivre ensemble, d'apprentissage de la nutrition, et que c'est un instrument qui permet, par la commande publique, d'orienter les formes d'agriculture. Les villes gèrent des déchets, les bouts des stations d'épuration, qui peuvent devenir des moyens de refertiliser les zones agricoles. Les villes font de l'urbanisme, gèrent des quartiers, décident, on met un marché, on met des boutiques, on met un supermarché en périphérie ou on met des boutiques de quartier.
l'urbanisme commercial est un outil de façonnement de nos comportements. Voilà qui est intéressant. Ça veut dire qu'on a un nouvel acteur dans lequel, dans les rapports de force pour gérer la question agricole, il y a plus de consommateurs, parce qu'on est dans la ville. Et que du coup, dans cette configuration politique-là, ces préoccupations sont plus présentes que quand on gère uniquement la production agricole, qui est gérée par des lobbies agricoles, qui défendent leurs intérêts et qui négocient en fait le temps de pouvoir se transformer. Donc il y a un nouvel acteur là, que sont les citadins, que sont les politiques urbaines, qu'on étudie beaucoup parce qu'on voit que là où se créent des politiques alimentaires urbaines, il y en a de plus en plus dans le monde, ce sont des politiques beaucoup plus ambitieuses du point de vue de toutes les questions qu'on a vues là, que les politiques nationales, souvent coincées par les lobbies, avec peu de marge de manœuvre en réalité, même si elles ont beaucoup d'argent, mais qu'en fait aujourd'hui on voit les villes commencer à essayer de s'organiser pour peser sur ces échelles nationales. La dernière exposition universelle a eu lieu à Milan, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. Et à cette occasion-là, en fait, il y a une centaine de villes du monde qui ont décidé, qui étaient présentes, qui ont décidé de signer un pacte, qui s'appelle le pacte de Milan, et qui sont une centaine de villes qui mènent des politiques alimentaires ambitieuses. Et c'est des politiques alimentaires alternatives. C'est des grosses villes. Paris, Los Angeles, San Francisco, Montpellier, Nantes, Lyon, Grenoble, etc. ont signé un pacte mondial. Aujourd'hui, il y a bien plus de villes que ça. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde ce qu'elles font, on voit qu'elles ont essayé de reprendre la main sur le système alimentaire. Et c'est très intéressant de voir aussi que les grands acteurs du système, les grands lobbies agricoles, les grandes industries agroalimentaires, sont très embêtés parce qu'elles avaient l'habitude de s'organiser pour peser à Paris, à Bruxelles ou à Genève. Et là, elles commencent à se rendre compte qu'il faudrait qu'elles pèsent dans toutes les villes et que ça va devenir un peu plus compliqué, que le rapport de force a changé et que donc il se passe quelque chose là. Et ça, pour moi, c'est vraiment une façon de penser qu'on va avoir une transformation du système alimentaire, en particulier par ces nouveaux acteurs un peu inattendus qu'étaient les citadins et qu'étaient les villes, qui essaient de ne plus se penser contre l'agriculture comme ils se sont pensés historiquement, mais avec l'agriculture. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est aussi de penser une relation de solidarité entre le milieu rural et le milieu urbain, et pas uniquement dans la périphérie ou dans l'agriculture locale, même s'il en faut, et on n'en a pas. Et je m'arrête là parce que sinon on n'aura pas le temps de discuter du tout, et puis qu'il est l'heure, et oui, il est carrément l'heure, donc je m'arrête là. Merci beaucoup.